Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un problème écologique très grave à La Réunion. À La Réunion, il y a des lézards verts endémiques qui courent un grave danger à cause des lézards exotiques. Pour cela, nous avons un invité de marque, le docteur Iguana. Salut à tous! Commençons par faire une présentation de la Réunion. La Réunion est un département et une région d'outre-mer française. Elle se trouve dans l'archipel des Mascarenes, entre Madagascar et l'île Maurice. Elle est sortie de l'eau il y a 3 millions d'années grâce à un volcan appelé le Piton des Neiges. Elle a été colonisée par des graines venues par les mers, par les vents et par les animaux. Du fait de la qualité de ces sols d'origine volcanique, les graines ont une capacité de germination beaucoup plus élevée et donc ça a créé d'immenses forêts primaires. Ces animaux ainsi que ces végétaux ont subi, à travers l'histoire, de nombreuses modifications qui ont fait que leur évolution a été différente des espèces des autres milieux. Et donc, on retrouve un taux d'endémisme extrêmement important. Mais c'est quoi exotique ou endémique? Une espèce est dite endémique quand elle vit dans un milieu et on la retrouve nulle part ailleurs. Une espèce est dite exotique quand elle a été importée dans un nouveau milieu, étranger au sien. À ce jour, l'île de la Réunion compte 2 espèces de serpents, 2 espèces d'agames, un caméléon, 5 espèces de geckos nocturnes et 6 espèces de geckos diurnes. Parmi les geckos diurnes, on retrouve 2 espèces endémiques. Le Phelsuma inexpectata, autrement dit gecko vert de Manapani, et le Phelsuma bormonica, autrement dit lézard vert déo. Ces 2 geckos courent un grave danger du fait des activités humaines, donc la pollution, les activités industrielles, tout ça, et les espèces importées, exotiques importées, comme les geckos verts dont nous parlerons après, ainsi que les chats, les chiens, les rats, les oiseaux. Par manque de connaissances, beaucoup de Réunionnais confondent les lézards exotiques et les lézards endémiques. La presse locale amplifie cette confusion. On peut retrouver souvent dans des photographies lézards verts de Manapani, or c'est juste des geckos exotiques de la Réunion. Ainsi, croyant capturer des geckos endémiques et aider à leur conservation, certains Réunionnais capturent en réalité des geckos exotiques et aident à leur expansion territoriale. C'est très bien. Angels. Quels sont ces animaux qui menacent tant les geckos pays? Parmi ces nombreux animaux, on y retrouve des chats, des chiens, des rats, des oiseaux et aussi de nombreux reptiles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces reptiles exotiques, donc introduits à la Réunion, causent un grave danger aux geckos endémiques réunionnais. Mais du coup, quel est l'impact de ces lézards verts sur les geckos verts endémiques? Et comment protéger le gecko vert de Manapani et le gecko vert de Bourbon? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans la suite de cette thèse. Commençons tout de suite par expliquer qui sont les geckos verts endémiques de la Réunion. Le Phelsuma borbonica, autrement dit lézard vert déo ou gecko vert de Bourbon, est endémique de l'île de la Réunion. Il vit dans les forêts indigènes plus ou moins humides jusqu'à 1300 mètres d'altitude. On le retrouve sur les pieds de bananiers ou dans les vacoas. En milieu naturel, on le retrouve sur les pandanus, les bois de chandelle, les bois maigres, etc. Il vit aussi sur les kiosques, les poteaux électriques et sur les rochers. Il se nourrit de nectar, de pollen, de fruits et d'invertébrés. Il est de couleur verte avec un dos bleu parcouru de taches rouges plus ou moins grandes reliées entre elles. Il mesure entre 15 et 18 cm. Le Phelsuma inexpectata, autrement dit gecko vert de Manapani, est endémique de l'île de la Réunion.
On le retrouve dans une zone très réduite du littoral de 10 km de long, de Grand'Anse à la rivière Langevin. Il vit dans les vacoas, les ficus, les habitations humaines et les lataniers. Il se nourrit de nectar, de pollen, de fruits et d'invertébrés. Il est de couleur vert pomme. On le distingue grâce à deux bandes blanches qui partent de l'œil et qui longent le cou, séparées par une bande noire. Leur dos est parcouru de taches rouges. Il mesure entre 10 et 13 cm. Un trait rouge relie les yeux et un croissant de lune bleue sur le museau. Ces geckos sont des descendants des geckos mauriciens Phelsuma cepediana et Phelsuma ornata. À l'origine, les geckos mauriciens sont arrivés à la Réunion grâce à des embarcations nautiques, à l'état 2. Par effet fondateur, l'espèce qui arrive est d'emblée différente de l'espèce d'origine car elle n'en possède pas les mêmes allèles, et par dérive génétique. Une fois installée, l'espèce va encore perdre certains gènes de l'espèce d'origine et en acquérir d'autres par mutation. Maintenant, nous allons parler des espèces exotiques. Le Phelsuma madagascariensis grandis, autrement dit le grand gecko vert de Madagascar, est originaire de Madagascar. Il vit dans le nord-est de l'île. On le retrouve dans des milieux anthropisés, des jardins, cocotiers, bananiers, bambous géants et d'autres plantes exotiques. Il se nourrit de fruits, de nectar, de pollen, d'arthropodes et d'autres lézards, comme les geckos nocturnes. Il est de couleur verte avec de grosses taches rouges sur le dos. Il mesure entre 20 et 30 cm de long. Le Phelsuma laticoda, autrement dit gecko vert poussière d'or ou gecko vert à trois taches rouges, est originaire lui aussi de Madagascar. Il vit dans le bas de l'ouest, de Saint-Paul à Saint-Joseph, en passant par Saint-Gilles, Saint-Leu, l'étang salé, etc. On le retrouve dans des milieux urbanisés ou naturels, notamment dans les jardins sur les lataniers, les cocotiers et les vacoas. Il se nourrit de nectar, de fruits, d'invertébrés et d'autres lézards, comme les bébés geckos nocturnes. Il est de couleur vert pomme, avec un dos couvert de paillettes jaunes. Il possède 3 taches rouges dans le bas du dos. Il mesure entre 10,5 et 13 cm. Le Phelsuma lineata, autrement dit le gecko vert à ligne noire, est originaire de Madagascar. On ne connaît pas encore précisément sa distribution. Il vit dans les bambous, dans les cocotiers, dans les pandanus, dans les bananiers et dans les agaves dans les jardins. Il vit proche des habitations et des ravines. Il se nourrit d'insectes, d'invertébrés, de fruits, de nectar et d'autres geckos. De couleur verte avec parfois la queue bleue, il possède 2 lignes noires latérales bordant son dos vert vif et très contrasté avec son ventre blanc. Il possède une grande tache rouge dans le bas du dos. Il mesure entre 10 et 14 cm. L'agama agama, autrement dit l'agame des colons, est originaire de l'ouest de l'Afrique. Il vit dans le bas de l'ouest, dans les communes du Port et de Saint-Denis. On le retrouve dans des zones arides et rocailleuses, anthropisées, comme les parkings, les bords de route, les ravines, etc. C'est un omnivore opportuniste. Il se nourrit d'insectes, de ses propres jeunes, de petits reptiles, d'oiseaux et de mammifères vivants ou morts. Le mâle est de couleur brune, bleu nuit, avec une tache rouge qui enveloppe la tête et descend jusqu'à la tache des membres supérieurs et une autre tache sur le milieu de la queue. Il peut atteindre 40 cm. La femelle est la plus petite et est de couleur vert-gris avec une bande longitudinale orangée sur les flancs. Le calotte versicolore, autrement dit agama arlequin, est originaire d'Asie. On le retrouve partout sur l'île jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Il vit dans les jardins, dans les parkings, dans les espaces verts, dans les champs de canne. Il se nourrit d'insectes, de geckos, d'oisillons, de fleurs et de graines. Il est de couleur brun-gris, voire noir. Il possède une queue effilée plus longue que le corps avec une crête dorsale. Il mesure entre 20 et 30 cm. Maintenant, nous allons définir ce qu'est une invasion biologique. Le processus d'invasion biologique se déroule selon 4 parties. L'introduction, l'acclimatation, la naturalisation et l'envahissement. Au départ, une espèce franchit une barrière géographique, entrée dans l'île de la Réunion, par l'action de l'homme. Elle devient une espèce importée. Puis, quand l'espèce arrive à s'adapter au climat, elle devient une espèce acclimatée. Elle franchit alors la barrière climatique. Quand une espèce arrive à se reproduire et franchir les barrières biologiques, elle devient une espèce naturalisée. L'espèce peut alors se retrouver tout d'abord dans les milieux anthropisés, jardins, parcs, puis dans les milieux naturels sans que l'homme soit intervenu. Mais elle n'est pas encore nécessairement envahissante. Elle le devient lorsqu'elle trouve des conditions favorables à son développement, l'absence de prédateurs, absence de compétiteurs ou compétiteurs moins efficaces. Et si elle dispose de caractéristiques biologiques adaptées, taux de reproduction élevé, large régime alimentaire, etc. Après une période d'expansion plus ou moins rapide, cela peut durer plusieurs décennies, l'espèce peut enfin devenir envahissante. Heureusement, tous les lézards exotiques ne sont pas envahissants.
Il se retrouve dans différentes étapes de l'invasion biologique. L'invasion biologique nous montre que les lézards introduits peuvent devenir envahissants et donc devenir des menaces pour les geckos locales. Les espèces envahissantes causent énormément de dégâts aux biodiversités insulaires. Les espèces envahissantes sont souvent mieux adaptées aux nouveaux environnements et souvent plus robustes que les espèces endémiques. De plus, les espèces locales ont évolué dans un environnement sans danger et sans prédateurs et donc n'ont pas développé au cours des années une stratégie de protection. Ce fut le cas par exemple pour le gecko nocturne de Bourbon, autrement dit Nactus soniae, qui fut détruit par l'Hemidactylus frenatus, autrement dit gecko gris des maisons, celui qu'on a l'habitude de retrouver sur le plafond ou sur le mur des maisons. Celui-ci le détruisit en volant son habitat et sa nourriture. Le Nactus soniae, se retrouvant sans habitat et sans nourriture, se fit attaquer par les chats, les chiens, les rats, et du coup fut détruit à tout jamais. Il y a plusieurs méthodes de destruction d'une espèce. Il y a tout d'abord la prédation, qui est le fait qu'une espèce invasive va se nourrir de geckos ou de ses juvéniles. Il y a aussi la destruction par l'hybridage, c'est-à-dire que deux espèces proches qui vivent dans les mêmes niches écologiques et donc qui peuvent se reproduire entre elles vont créer une nouvelle espèce. C'est le principe même de l'évolution. Il y a aussi le parasitisme. Le parasitisme, c'est une association unilatérale, plus ou moins étroite, entre deux espèces qui correspond à un parasite qui profite de son hôte et donc est néfaste. Il y a aussi la plus importante et celle qui correspond le mieux à nos lézards, c'est la compétition interspécifique. La compétition interspécifique se définit par la concurrence de deux espèces différentes qui exploitent les mêmes ressources dans le même écosystème. Je tiens à rajouter qu'il existe deux types de compétition interspécifique. La compétition interspécifique par exploitation, c'est-à-dire que quand deux espèces se trouvent dans le même milieu et que les ressources sont insuffisantes, les deux espèces vont se battre et du coup, il y en aura une qui va se retrouver avec moins de ressources et donc aura moins de chances de survivre que l'autre. Ensuite, il existe une deuxième compétition interspécifique, la compétition interspécifique par interférence. C'est-à-dire que une espèce, par son comportement agressif, va aller attaquer l'autre et lui priver de son habitat et de sa nourriture. Et c'est comme ça que l'espèce la plus faible et donc la plus fragile, avec le comportement le moins agressif, va se retrouver coupée de ses ressources. D'après nos observations et celles de la communauté scientifique, nous avons fait un tableau représentant l'intensité de menace de chaque meurtre pour chaque espèce exotique en rapport avec nos deux geckos endémiques. La répartition représente l'endroit géographique où les lézards vivent, l'habitat représente le milieu où le lézard vit, la nourriture représente ce qu'il mange et le comportement représente son agressivité. Pour le Phelsuma borbonica, les espèces les plus dangereuses sont le Phelsuma grandis et le Phelsuma laticoda. Pour le Phelsuma nexpectata, les espèces les plus dangereuses sont le Phelsuma grandis, le Phelsuma laticoda, l'Agama agama et la calotte versicolore. Après avoir parlé de l'impact des lézards exotiques sur les geckos verts endémiques, nous allons étudier les solutions proposées, c'est-à-dire comment protéger les geckos verts endémiques et comment lutter contre ces lézards exotiques. Ah! Étudions ces solutions ensemble. Nous pouvons commencer. Afin de protéger nos geckos endémiques, diverses associations comme Reptile 974 ou bien la NOI ont mis en œuvre plusieurs projets. Voyons ça de plus. Premièrement, l'exportation des geckos invasifs. En envoyant ces geckos en France, l'association Reptile 974 effectue deux bonnes actions. Tout d'abord, ils servent notre objectif principal, à savoir protéger les geckos endémiques
en réduisant considérablement le nombre de geckos exotiques, donc prédateurs de nos protégés, sans les tuer. Ensuite, il faut savoir que le Phelsuma laticoda et le Phelsuma grandis sont originaires de Madagascar, où ils sont chassés et puis envoyés dans des trafics illégaux afin d'être vendus. Ainsi, en envoyant ces geckos qui sont pour nous invasifs dans des animaleries en métropole, nous réduisons la demande et donc indirectement le braconnage de ces animaux dans leur pays d'origine. L'arrêté publié par la préfecture stipule clairement que seuls les membres de Reptile 974 sont autorisés à les capturer. Ils seront ensuite conservés et puis envoyés en métropole par colis de 200 à 300 spécimens. Il prévoit d'en vendre plusieurs milliers chaque année, une dizaine d'euros à l'unité. L'argent récolté servira à entretenir les locaux où sont conditionnés les lézards capturés avant l'exportation. Mais l'argent servira aussi à financer d'autres projets, comme par exemple un refuge pour le gecko vert de Manapani. Deuxième projet, un refuge pour le gecko vert de Manapani. Ce projet, qui comme son nom l'indique, vise à protéger les Phelsuma inexpectata, comporte deux objectifs principaux. Maintenir et protéger sur le long terme les populations des jardins privés et améliorer leurs conditions de vie et encourager l'installation de nouveaux geckos verts de Manapani dans de nouveaux jardins. Une convention a été créée par la NOI. Celle-ci engage le signataire à prendre en compte le Phelsuma inexpectata dans la gestion de son habitation, comme par exemple l'entretien de son jardin, certains travaux. Mais elle propose également certaines mesures facultatives comme plantation des espèces végétales favorables au développement de celui-ci ou bien suivi des geckos sur terrain. L'association assiste et accompagne personnellement chaque refuge en leur transmettant les données utiles à sa conservation, mais leur fournit également des plantes hôtes. L'objectif pour l'année à venir vise à agrandir le réseau de refuges en trouvant de nouveaux participants ou en proposant des nouvelles actions. Voici les prévisions. Trouver 40 nouveaux refuges, leur nombre actuel étant de 104. L'équipe de la NOI souhaite également créer et distribuer un fascicule décrivant les subtilités du projet afin de sensibiliser les riverains dans la zone d'habitation, plus un périmètre de 200 mètres, mais également communiquer l'information via les médias. Rencontrer les propriétaires afin d'échanger, conseiller et renouveler la convention si nécessaire. Ces visites permettent également d'assurer un suivi annuel Avec des dont de plantes favorables au développement. Actuellement 330 plantés. Cela permettra d'augmenter la surface d'habitat du gecko vert de Manapani. Voilà, merci à tous d'avoir regardé notre émission, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre exposé. Il y a aussi la plus importante et celle qui correspond le mieux à nos lézards, c'est la compétition interspéciale. Arrêtez de tourner la pelouse un instant, s'il vous plaît! Arrive à s'habituer au climat. Donc, deux parties de l'invasion. Vraiment mal. Mais je vais faire de l'ASMR. Pourquoi tu veux l'étendre? Je laisse allumer. Tire la molette en haut, en bas. Quoi? Non, l'autre. Juste de l'autre côté. Ouais. On off. Ah ouais. Arrêtez de tourner la pelouse un instant, s'il vous plaît! L'avion, arrête de voler! Nous allons y arriver. Maintenant, nous allons définir ce qu'est une invasion biologique. Mais c'est à moi de le dire ça.